tous, merci de nous retrouver. On est en direct sur le compte Instagram de La Provence OM. On voulait vous retrouver cet après-midi pour parler avec vous évidemment de cette actualité bouillante qui se déroule en ce moment à l'Olympique de Marseille avec le remplacement du président Hérault. Et nous allons parler de tout ça avec Alexandre Jacquin, qui est avec nous je vois, tout près du studio de La Provence. Salut Alex, comment vas-tu? Salut, est-ce que tu m'entends bien? C'est bon? Ouais, je t'entends très bien. Et moi, C'est est-ce bon. que tu m'entends bien également? Parfaitement. Bon, parfait. On va attendre que un maximum de monde nous rejoigne. Alex, on va, je le disais juste en introduction, parler ensemble de l'actualité bouillante, hein, de ce coup de tonnerre qui est arrivé hier sur ton mail, hein, puisque tu as reçu le communiqué qui annonçait le départ, le remplacement de Jacques-Henri Hérault par Pablo Longoria, une surprise Ouais, pour toi aussi. Raconte-nous comment s'est passée cette journée de vendredi. Voilà, tu avais fini ta journée, tu allais rentrer chez toi, et puis ouais. finalement, l'info est C'est, tombée en tout début de soirée, vers 20h30. ouais, voilà, le mail a été envoyé à la plupart des suiveurs de l'OM, à d'autres médias, tous médias confondus. Bon, il se trouve que nous, à la Provence, Franck McCourt avait acheté une page publicitaire. On en parlait tout à l'heure, une page publicitaire parce qu'il voulait. Nous, c'est l'information qu'on avait, c'est qu'il comptait s'adresser aux supporters de l'OM à travers cette page publicitaire. Donc, on attendait cette page publicitaire. Donc c'est la dernière page de la Provence, hein, pour Qui tous est ceux la qui ont lu la dernière page Provence ce qui matin, est c'est la la dernière dernière page page du journal. de la Provence, où Franck McCourt explique que le club n'est pas à vendre, qu'il le gardera et que dans sa famille, toutes les générations futures sont intéressées par ce club et bon, il dément encore une nouvelle fois, pour la 15e fois, toutes les rumeurs de vente. Voilà, donc il a acheté cette page publicitaire, donc nous on a été mis au courant quelques heures auparavant. Mais on attendait simplement la page publicitaire pour voir à quoi elle ressemblait. Et il nous est tombé au moment où on nous envoie la page publicitaire, il nous tombe aussi le communiqué de l'éviction De Jacques-Henri Hérault. de Jacques-Henri Hérault. Moi, c'est vrai que je venais à peine de partir le journal parce qu'on avait fini nos pages. Fabrice avait fait un papier, tout un dossier sur Nasser Largué avec ses camarades de promotion qui disaient le plus grand bien de lui et qui disaient qu'il était l'homme idéal pour assurer la transition après Villas-Boas. Donc, on avait terminé nos pages. Il nous restait deux matchs de rugby à attendre et c'est tout. Et je rentrais chez moi et d'un coup, sur mon portable, je reçois le mail, je reçois ce communiqué. Donc, du coup, comme tous les journalistes dans les autres médias, je fais demi-tour et je suis rentré travailler. Voilà, Vous avez fait 4 pages, hein, le service des sports a fait 4 pages qui sont sorties ce matin avec beaucoup de choses. On a fait 4 pages dans l'urgence, comme tous les médias, parce que le communiqué étant tombé à 20h40, il faut savoir que l'heure débouclage normal est de 22h30. Alors on a repoussé, nous, pour les premières éditions, on a envoyé nos pages à 23h40. Et puis on a envoyé des pages pour lancer à minuit 15, mais c'est un gros boulot. Mais c'est normal, c'est l'actualité olympienne, on commence à être habitué avec les années. Alors, avant de parler, avant d'en venir à la suite, est-ce que personne ne laissait supposer qu'une telle décision, qui a été prise par Franck McCourt, arrive hier soir? Je veux dire, il n'y avait rien qui le laissait supposer. Il y avait rien qui le laissait supposer, et même Jacques-Henri Hérault ne s'y attendait pas. Enfin, en tout cas, il l'a su quelques heures auparavant, mais il ne s'y attendait pas à ce sitôt. Il y avait quand même quelques petits bruits qui nous laissaient entendre qu'il y aurait peut-être un chamboulement en fin de saison, mais pas si tôt. Je pense que Franck McCourt a entendu la colère des supporters. Il a surtout entendu la colère des élus, la colère des personnalités marseillaises, la colère de toute une ville et de tous Il les a sans amoureux doute de vu l'OM. aussi notre numéro spécial de vendredi dernier avec la révolte et une qui était rouge, comme la colère des supporters. Et une tribune signée par de nombreuses personnalités marseillaises, dont Ayam, dont plein d'anciens joueurs. Et ça, quelque part, c'est typiquement ce que ne voulait pas Franck McCourt lorsqu'il a racheté l'OM en 2016. C'est-à-dire que l'OM d'hier, parce que ce n'est plus l'OM d'aujourd'hui, mais l'OM d'hier de Jacques-Henri Hérault, s'est retrouvé dans la même situation que l'OM de Vincent Labrune en 2016. Avec un président détesté, avec toute une ville ado, avec une image déplorable, avec des incidents. C'est tout ce que ne voulait pas Franck McCourt
McCourt en rachetant l'OM en 2016. Donc il a tranché. Après, c'est vrai on a été étonné par le timing, que ce soit si rapide et si brutal, mais quelque part, on va dire tel est prix qu'il croyait prendre, parce qu'en fait, Jacques-Henri Hérault s'est retrouvé dans la même situation que toutes les personnes qu'il a lui-même virées depuis toutes ces années. On peut en citer 7 ou 8, dont Henri Bédimo, dont Rod Fanny, dont Franck Le Gall, dont Adil Rami, dont André Villas-Boas, il ne l'est pas encore, mais il a démissionné puis a été mis à pied. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été, et puis en parlant aussi de tous les anciens collaborateurs, on avait fait une page le 29 décembre de tous les anciens salariés, notamment ceux de OMTV, qu'il avait virés, qu'il avait fait partir. Il les avait pas virés, il les avait poussés au départ comme je vais pas dire comme des malpropres, mais humainement ça avait été très dur. Et ben c'est on va dire c'est le bâton qui se retourne contre lui, parce qu'il est aujourd'hui se retrouve dans la même situation qu'eux, surpris parce que je voyais tout à l'heure Romain Canuti du Fossin qui tweetait que Jacques-Henri Hérault avait fait avait fait une interview dans SoFoot qui n'est pas encore parue il y a quelques jours, qu'il ne laissait rien paraître de son possible départ. Il s'y attendait pas. Jacques-Henri Hérault, il travaillait comme si de rien n'était, et on l'avait vu dans ses déclarations après les incidents de la commanderie où il avait été excuse-moi, un petit peu, je change de bras. Il avait été provoquant, il avait été humiliant, il avait parlé de l'OM des magouilles, l'OM des affaires. L'OM du chaos. Au lieu d'apaiser, comme l'a fait Nasser Largué pendant 3 semaines depuis le départ d'André Villas-Boas, lui, il a encore jeté de l'huile sur le feu d'un incendie qui brûlait déjà la maison ciel et blanc. Donc à un moment donné, il fallait dire stop. Franck McCourt, je trouve, l'a fait. Bon, on va pas dire courageusement, parce que c'est pas non plus, il n'est pas parti à la guerre, mais il a fait, il a tapé du poing sur la table. C'est un acte fort, et c'est sans doute le premier et le principal acte fort de l'ère Franck McCourt à l'OM, parce que c'est vraiment la première décision forte qu'il prend lui. Alors justement, Alex, à ton avis, est-ce que c'est la fin de cette crise-là, avec le départ de Jacques-Henri Hérault, un nouveau président? On va parler de Pablo Longoria dans 2 minutes, mais est-ce que c'est la fin de cette crise qui est très forte? Oui, c'est la fin de cette crise avec les supporters. Alors après, les supporters réclament encore le départ de Hugues Ouvrard. On ne sait pas ce qu'il adviendra de lui dans les prochaines semaines, qui est le directeur général chargé du business. Après, il faut savoir. C'est lui qui a envoyé le communiqué. C'est lui qui a envoyé le communiqué. Aux supporters, et la mise en demeure aux supporters. Ouais, il faut aussi se placer dans le contexte OM, et d'ordinaire, les personnes qui étaient chargées de discuter avec les supporters, c'était Jacques-Henri Hérault, mais le dialogue était rompu depuis de longs mois, et Thierry Eldebert, qui est passé sur autre chose, qui est passé sur l'exploitation du stade Vélodrome, de l'Orange Vélodrome. Au final, on a envoyé au front une personne qui était nouvelle au club, c'est-à-dire Hugues Ouvrard, qui est arrivé l'été dernier, juste avant Pablo Longoria, histoire de mettre un nouveau bouclier. Et quelque part, il s'est retrouvé en terrain miné. Attention, je ne dis pas qu'on peut l'excuser par rapport à l'attitude, par rapport au mail de mise en demeure. Il a un peu agi sur ordre. Mais il a été téléguidé. Je veux dire, c'est pas Hugues Ouvrard qui s'est décidé un matin, qui s'est levé un matin en me disant on va envoyer une mise en demeure au groupe de supporters, on va essayer de les dissoudre. C'est quelque chose qui s'est produit, qui a été réfléchi de longue haleine par Jacques-Henri Hérault. Donc, on n'est pas. Ça faisait partie d'une stratégie, voilà. Mais bien sûr, ils ont changé de fusible. Tout à coup, ils se sont dit, ouais, là déjà, c'est compliqué pour Hérault et les supporters. Donc, on va faire ça. Donc, on va utiliser Hugues, qui est nouveau. Tout simplement, je veux dire, quelques mois plus tôt, Grégoire Cobb, qui n'est déjà plus là, qui était directeur de la communication et de l'impact, avait été présenté au groupe de supporters pour rétablir le dialogue. Ils l'ont vu 2 fois. Et merci, au revoir. À la ville de Marseille, pareil, il a été présenté, Jacques-Henri Hérault l'a présenté en décembre pour dire maintenant votre interlocuteur privilégié, ce sera lui. Un mois plus tard, les gens de la ville de Marseille ont appris dans la Provence que Grégoire Cobb avait été lui aussi évincé. Donc Jacques-Henri Hérault s'est servi de fusible comme ça. Malheureusement pour eux, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. On ne sait pas ce qu'il adviendra du Ouvrard. Je le dédouane pas. Attention, il peut aussi, c'est un grand garçon, il a une grosse carrière derrière lui. Il aurait très bien pu aussi se dire, j'ai pas été pris pour ça, parce qu'il n'a pas été engagé à l'OM pour les relations avec les groupes de supporters. Il a été engagé à l'OM pour développer le business, notamment international. Ce qui, faut-il quand même lui concéder, est quand même assez compliqué ces temps-ci avec le Covid. Voilà, donc il s'est retrouvé dans cette histoire de supporter presque contre son gré. Alex, qu'est-ce qui restera, pour finir le chapitre Hérault, qu'est-ce qui restera de Jacques-Henri Hérault? On a l'impression de dire, oui, c'est le pire président. Enfin, on a parfois envie de dire, quand on est supporter, c'est le pire président que l'OM ait jamais eu. Mais bon, il y a beaucoup de présidents, je veux dire, au service des sports, vous l'avez écrit dans les colonnes du journal, qui ont
qui ont fini dans des contextes très très difficiles avec les supporters, et notamment Vincent Labrune. On n'était pas tendre avec Vincent Labrune aussi quand il est parti il y a 4 ans. Bon, voilà, qu'est-ce qui restera de Jacques-Henri Hérault? Et tu m'entends bien? À la différence de Vincent Labrune connaissait le football. Et même s'il le connaissait peut-être un peu moins au début, il était intelligent. Il s'était entouré d'agents, il comprenait, il écoutait, il allait voir des matchs, il comprenait, il savait. Jacques-Henri Hérault, avec tous les efforts qu'il a pu faire, le football, ça se résumait à Wikipédia et Transfer Market. C'est-à-dire à ses PowerPoint, il ne connaissait rien au football, il méprisait les gens du football, il a d'entrée méprisé les agents, il a d'entrée considéré que les journalistes qui couvrent le football ne sont pas des journalistes de très très haut de gamme. Il a fait preuve de supériorité. Donc, je dirais que ce qui restera, c'est son ego démesuré, ses terribles maladresses. Alors, parfois, il a été maladroit. Méprisant aussi, méprisant, je trouve, à l'égard des Marseillais en général. Il avait ce point de vue, voilà, trop de Marseillais à l'OM. Bien sûr. Voilà. Il restera cette vidéo dans laquelle il a expliqué pourquoi il s'était débarrassé des collaborateurs d'OM TV et pourquoi pour lui il ne fallait pas de Marseillais à l'OM. Alors je schématise un peu, il l'a pas dit exactement comme ça, mais il restera cette vidéo qui a précipité sa chute. Nous je me souviens très bien, on s'était demandé comment on allait rebondir sur ça. On a décidé de faire une page en donnant la parole justement aux salariés licenciés. C'était pendant les fêtes, ouais. Elle était parue le 29 décembre. Elle nous a valu évidemment un courrier à la direction. Elle m'a valu le lendemain des appels de Grégoire Kopp, le directeur de la communication qui n'est plus là. Je me rappelle, il y a prescription maintenant, je me rappelle lui avoir expliqué écoute, nous on fait juste notre travail, voilà, maintenant, oui, mais c'est de la maladresse quand même. Hein. Je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, je veux dire, nous on fait notre boulot, il s'est passé ça, il a eu la maladresse, le toupet d'aller faire cette vidéo. Il pensait qu'elle n'allait pas être diffusée, mais le problème c'est que cette vidéo-là, elle correspondait au Jacques-Henri Hérault du privé. C'est-à-dire le Jacques-Henri Hérault qui se permet de refaire René Malville lors d'une assemblée, un colloque de fin de saison, le Jacques-Henri Hérault qui se moquait un peu des Marseillais, le Jacques-Henri Hérault dont on n'a jamais pu vérifier, on n'a jamais pu les publier, on n'a jamais eu envie de les publier parce qu'on considère qu'on peut être parisien et qu'on peut être un bon dirigeant de l'OM. Je veux dire, le plus grand président de l'OM, ça reste quand même Bernard Tapie qui n'est pas Marseillais. Il faut le dire, je veux dire, donc on peut être parisien et être adulé à Marseille, c'est pas un critère de réussite ou d'échec. Mais voilà, l'histoire racontée par Éric Dimeco comme quoi Jacques-Henri Hérault était connu pour être un fidèle supporter du PSG ou pour au moins chambrer les camarades marseillais dans ses anciennes boîtes comme Paris Turf ou comme Sport Ever. L'histoire, elle est vraie. Voilà, donc après, bon, il a le droit aussi, c'est pas pour ça qu'il aurait fait du mauvais travail à Marseille, mais il a affiché d'entrée un mépris des Marseillais. Et ce qui est dur aussi, et je m'en rappelle, tu étais en face de moi ce jour-là. Ce qui est dur aussi, c'est qu'il s'est lancé dans une opération de séduction qui a duré à peu près 1 an. Il a rencontré tout le monde, il a rencontré il était venu nous voir à la Provence, on avait fait un plateau avec lui. Ça s'était bien passé d'ailleurs. Ça s'était très bien passé. On avait presque été séduits nous aussi d'ailleurs. Mais je vais pas. Non, mais il faut dire la vérité. Moi, j'avais été séduit par le personnage durant les premiers mois. Je vais pas me cacher, je trouvais qu'il faisait du très bon travail au début. J'avais l'impression qu'il était sincère, mais attention, j'avais quand même quelques personnes qui me disaient oh là là, notamment ceux qu'il avait connus chez Sport Ever à l'époque, qui me disaient attention, lui il est faux. Je lui dis ouais peut-être, mais pour l'instant en tout cas c'est pas mal ce qu'il fait par rapport à ce qu'on a connu. Bon, et finalement elles avaient raison, ces personnes-là, tout à fait raison. Il a vendu du rêve à tous les Marseillais. Il s'est moqué d'eux. Il a chanté Bad Boys de Marseille sur notre plateau. Il est allé faire un petit déjeuner avec René Malville. Il nous a reproché un matin de pas condamner un matin au cours d'un petit déjeuner qu'on avait fait avec lui au bout de 6 mois de sa présidence. Il nous avait reproché de pas condamner nous dans les colonnes de la Provence les insultes que pouvaient proférer parfois certains supporters dans les virages. Moi, je lui avais répondu, j'ai dit, écoutez, oui, je veux bien, mais on n'est pas là pour condamner des insultes. Je veux dire, s'il y a des insultes et qu'on les entend, on peut le dire. Déjà, on les a pas entendues, donc c'est vous qui le dites. Et deuxièmement, si vous voulez les condamner, vous avez un site officiel qui s'appelle om.net. Vous avez qu'à les condamner vous directement. Et on attend toujours. Voilà, on attend toujours. Alors, vous êtes très très nombreux, enfin de plus en plus nombreux à nous rejoindre. C'est un petit compte Instagram pour le moment, mais qui va grandir. Le compte Insta La Provence OM, et on va multiplier les lives en direct avec toi, Alex, et avec. Je vais bouger parce c'est la lumière qui s'est arrêtée, mais je vais. Attends.
Excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Je C'est la vais lumière qui s'est marcher. arrêtée dans le couloir, mais Je vais ça va marcher. revenir. Juste pour dire que, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous Hop, rejoindre et qu'il y a des questions, enfin, il y a des questions, il y a Brian Agou, par exemple, qui nous dit maintenant, il faut arrêter de regarder derrière et aller de l'avant. Ça nous permet de passer de parler un petit peu de Pablo Longoria, parce que Pablo Longoria, finalement, c'était une solution qu'on n'imaginait pas du tout en tant que président, quoi. Il a 34 ans, voilà, Voilà, la c'est bon. lumière revient. C'est bon, la lumière et la lumière fut, c'est bon. Et oui, parce qu'en fait, il faut aller J'ai au bout du Oui, couloir il faut pour aller que au ça bout du s'allume. couloir pour qu'elle allume. Voilà, Ouais, c'est bon. je connais ça. Alors, ouais, parle-nous un peu de Pablo Longoria. Finalement, bah, comme tu l'as dit, on ne pouvait pas mettre Hugues Ouvrard. Donc, finalement, c'est le directeur sportif qui se retrouve président de l'OM. Il a su Voilà, aussi peut-être se mettre dans la poche l'actionnaire et son équipe, je sais pas. Mais Pablo en tout cas, Longoria, c'est un président. c'est un président, c'est surtout un garçon très intelligent, Mhm. qui est plus jeune que toi, qui est plus jeune que moi, qui est plus jeune que Ouais, il a Steve 34 Mandanda, ans. qui est Sans plus doute jeune le plus jeune que président de de peut-être de l'histoire de l'OM, l'OM. ça c'est Ouais, sûr, même de ouais. l'histoire de la Ligue 1. Je pense que Gauthier Ganaï à Nice a été plus jeune que lui, mais il est plus jeune que, je sais, alors je faudrait que je regarde, mais je sais même pas s'il est pas plus jeune que Payet au final. C'est un scout. Voilà, c'est un scout, c'est un super recruteur. C'est une personne qui a arpenté les terrains depuis des années. C'est quelqu'un qui n'a pas joué au football ou à petit niveau, mais il fait partie de ces gens passionnés de football qui sont capables de regarder 3-4 matchs dans la même journée, qui sont passionnés de data, de chiffres. Je vais pas caricaturer, mais ce sont des gens qui au départ, c'est la génération Football Manager. Voilà. Ouais, Après, d'accord. ils ont des logiciels, iScout et des tonnes de logiciels comme ça. Et il a été très vite scout et très vite reconnu comme un bon scout. Après, la question est de savoir, est-ce qu'il pourra franchir le palier? Alors déjà, on se posait la question de savoir s'il pourrait franchir le palier entre scout et directeur du football. Et on le trouvait un peu absent médiatiquement ces dernières semaines, notamment depuis l'éviction d'André Villas-Boas. Mais ceci explique peut-être cela. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, et excuse-moi, on l'a pas vu, et peut-être qu'il y avait quelque chose qui se tramait en coulisses et que c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Parce que nous, on s'est étonné on se disait, bon, il a fait du très bon travail en tant que recruteur, ça, il n'y a rien à dire. Je veux dire, il a débarrassé l'OM de Kostas Mitroglou, il a réussi à prêter Kevin Strootman, il a réussi à vendre Morgan Sanson, il a ramené Arek Milik, c'était quand même, c'est miraculeux de ramener Arek Milik à l'OM. Voilà, Paul Lirola a l'air d'être un bon choix, Encham a l'air d'être un choix cohérent, même si on verra s'il reste. Voilà, il a fait des bons coups, il n'a pas tout réussi. Évidemment, pour l'instant, on attend beaucoup de Luis Enrique qui a été acheté assez cher. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu trop son talent, mais c'est pour l'avenir. Il a que 18 ans. Mais il faut voir s'il arrivera à franchir le cap entre un super recruteur, un directeur du football et aujourd'hui un président. Parce que président de l'OM, voilà, c'est quand même pareil. Il faut du relationnel à Marseille. Mais après, il a une image totalement neutre, totalement vierge. C'est peut-être un avantage quand on arrive à Marseille. Est-ce que tu penses, Alex, que c'est un président de transition? C'est une question de Thierry, là, en ce moment, il me pose cette question sur le live. Est-ce que c'est un président de transition ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'installer dans la durée? Pas du tout de transition. Je pense que c'est quelqu'un qui va s'installer dans la durée. Enfin, la durée. Qu'est-ce qu'on appelle la durée à l'OM? Parce que la durée de Jacques-Henri Hérault, 5 ans, c'est une durée exceptionnelle. C'est dinosaure, là, comme Vincent Labrune, 5 ans, c'est beaucoup. Des présidents qui sont restés 5 ans, il y a eu peu. Bon, il y a eu Bernard Tapie, il y a eu Pape Diouf. La durée, c'est ça. Après, la durée moyenne d'un président de l'OM, ça reste quand même 2 ans, ou 1 an et demi, comme Christophe Boucher, 2 ans comme Jean-Claude Dacier. Voilà, il faut voir ce qu'on appelle la durée. En tout cas, il n'est pas nommé président intérimaire. Il est président aujourd'hui. L'histoire, comme quoi, il y a beaucoup de supporters qui s'interrogent en disant oui, mais il est président du directoire, mais Jacques-Henri Hérault va intégrer le conseil de surveillance. Il faut être pédagogue là, dans cette histoire-là. Le conseil de surveillance de Franck McCourt n'a absolument rien à voir avec le conseil de surveillance de Robert Louis Dreyfus à l'époque, parce que tout le monde a le souvenir de la guerre et de la lutte entre Vincent Labrune, président du conseil de surveillance, et Pape Diouf, président. Or, c'est pas du tout ça. Je veux dire, personne n'est capable de citer aujourd'hui les présidents du conseil de surveillance qui se sont succédés à l'OM. Personne ne les connaît. Moi, j'en connais un qui s'appelle Barry Cohen, qui est un conseiller de McCourt, mais qui est pas intéressé par la chose. C'est un conseiller de McCourt, c'est un proche. Didier Poulmer a fait partie de ce conseil de surveillance avant de le quitter. Drew McCourt a fait partie de ce conseil de surveillance. Il devait d'un coup s'intéresser, on devait le voir plus souvent, on ne l'a jamais vu. Ce conseil de surveillance, il fait partie des statuts juridiques du club, et point final, c'est une sortie propre. Bon, c'est une sortie par la c'est une sortie par la pas petite par la porte. grande porte, mais C'est une sortie honnête, par la petite porte, mais ça permet aussi, il faut quand même, parce que ça permet aussi à Franck McCourt de tenir encore Jacques-Henri Hérault.
Parce que quand Jacques-Henri Hérault fait des licenciements, il y a toujours des clauses de confidentialité qui obligent les joueurs licenciés et les personnes licenciées à ne pas parler. Aujourd'hui, Jacques-Henri Hérault ne va pas parler. Il va rester dans son conseil de surveillance. Il est dans un placard en attendant de trouver une autre opportunité. On ne va pas s'inquiéter pour lui. Il en aura d'autres. Il a de gros réseaux. Il trouvera forcément et il rebondira forcément. Tant qu'il rebondit loin de Marseille, tout le monde sera heureux. Il nous reste encore quelques petites questions à voir ensemble, mais très rapidement, on va parler un peu évidemment du sportif tout à l'heure, parce que ça peut avoir un impact sur la fin de saison, ce changement à la tête du club. Mais évidemment, et là, je peux pas ne pas te poser la question. Il y a ces rumeurs de vente qui étaient là depuis quelques semaines autour du club. Il y a cette cette page de promotion, pardon, qui a été achetée par Jacques-Henri Hérault ce matin dans la Provence, dans laquelle il dit que le club n'est pas à vendre du tout. Hein, il insiste vraiment, c'est dès le début du texte. Donc clairement, la vente. Alors moi, je lis là des commentaires de personnes qui nous suivent, de fans qui nous suivent, de supporters qui nous suivent, qui se disent est-ce que c'est pour préparer la vente de mettre Pablo Longoria. Voilà, pour l'instant, il est clair, Alex, que la vente n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, si c'est en cours. Il y a des rumeurs qui tournent depuis un an sur le possible intérêt des Saoudiens. Ça tourne. Il y a des journalistes comme Thibaut Vizirian qui vont plus loin en disant que c'est fait. Moi, nous, on fait juste notre travail de journaliste aussi. On essaie d'avoir des informations et quand il y a des choses qui sortent ailleurs, on essaie de les vérifier en étant le plus humble possible. Moi, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est faux. Je suis pas là pour dire que c'est faux. Je suis là pour dire que tout ce qu'on vérifie et toutes les personnes qu'on interroge nous disent que c'est faux. C'est-à-dire, après, on va être clair, on se prend beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, de personnes qui disent oui, mais bon, si vos sources, c'est Image7, c'est la boîte de communication de Franck McCourt. Enfin, la boîte qui gère la communication de Franck McCourt, dirigée par Anne Méo à Paris. Si c'est vos sources, c'est Image7 ou l'OM, c'est sûr que vous ne pouvez pas aller chercher bien loin. On a interrogé tout le monde. Avec Fabrice Lamperti, on a interrogé tout le monde. On a interrogé à l'OM, on a interrogé chez McCourt, on a interrogé à la LFP. On n'a pas interrogé, sans vouloir manquer de respect à la personne de la comptabilité ou le secrétaire, on n'a pas interrogé ces personnes-là. On a interrogé des personnes qui seraient forcément au courant s'il se passait quelque chose. Ces personnes-là nous disent non. Après, peut-être que tout le monde nous ment. Peut-être que tout le monde nous fait des démentis et peut-être que tout le monde nous ment. Mais toutes ces personnes-là, à la LFP, nous disent que c'est non. On a interrogé des personnes dans l'entourage de Al-Walid. On nous dit que c'est faux, que ce sont des fake news. On a interrogé, je vais vous dire, j'ai même appelé Jean-Claude Darmon. Jean-Claude Darmon, qui soi-disant était l'intermédiaire. Jean-Claude Darmon me dit que c'est une fake news. Attention, je veux dire, maintenant, ça peut être, peut-être que dans 2 mois, l'OM sera vendu au prince Al-Walid. Auquel cas, je pourrais dire ces personnes-là nous ont menti à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis personne pour dire que c'est faux. Je dis simplement qu'on essaie de faire ça sérieusement et qu'on interroge tout le monde et que tout le monde nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a rien et que par contre, il y a des gens qui s'amusent un peu à balancer des rumeurs à droite à gauche parce qu'il y avait aussi un jeu. Il y a un jeu de déstabilisation du club qui se fait par certaines personnes. Ça, c'est la vérité. Et cette déstabilisation du club, peut-être qu'elle entraînait aussi le départ de Jacques-Henri Hérault. Les gens n'en pouvaient plus de cette situation-là. Si demain l'OM, avec Pablo Longoria, avec Franck McCourt, avec Jorge Sampaoli, redevient plus calme, obtient des résultats sportifs, il y en aura moins de rumeurs. Bien sûr. Et là, quand tu dis il y a eu de la déstabilisation, est-ce que ça vient de certains élus qui préfèrent que l'OM se porte bien? Est-ce que ça vient en tout cas qu'il ne fasse pas trop de vagues? Voilà, ou est-ce qu'il y a je sais pas parce que je veux dire les journalistes sont quand même des personnes sérieuses. C'est quand on balance un truc, on dit oui c'est fait. Ça peut pas être quelque chose de on peut pas entre guillemets inventer ça. C'est quelqu'un qui forcément nous manipule derrière, on nous donne des informations qui peut-être s'avèrent fausses. Voilà, moi mais peut-être que tout est vrai, et que dans 3 mois on dira, et puis si tout est vrai dans 3 mois, mais à culpa, on dira toutes ces personnes-là que nous avons interrogées à la Provence nous ont menti. Voilà. Après, on se prend aussi beaucoup de gens qui nous disent oui, mais Margarita, regardez, c'est vous-même dans la Provence le 23 août. Margarita avait démenti la vente et elle a vendu le 29 août. Je réponds à ces gens-là, arrêtez de ne lire que les titres. Parce que le 23 août, Margarita Loudraeyfus, elle dément la vente à Gérard Lopez.
et le retour de Marcelo Bielsa. Alors effectivement, ce jour-là, on avait démenti nous en premier parce qu'on avait eu on avait eu la réponse de Margarita en premier. Elle avait démenti à Gérard Lopez et à Marcelo Bielsa. Aujourd'hui, Gérard Lopez n'est jamais venu à l'OM, Marcelo Bielsa n'est jamais venu à l'OM. Je veux dire, elle a démenti une vente. Le club était déjà en vente depuis le mois de mars. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Franck McCourt, il a démenti la vente du club. Il n'a pas démenti une fois. Ça doit être la 5e ou la 6e fois qu'il dément la vente du club. Ouais. Alors peut-être qu'il dément. Peut-être qu'il explique que c'est il faut garder le club pour les générations futures, qu'il est attaché à ce club. C'est possible. C'est possible qu'il dise ça pour faire monter les enchères. Mais derrière tout ça aussi, après on revient aux sportifs pour terminer, mais il y a aussi la vente du stade. La vente du stade Benoît Payan, moi j'ai pu interviewer la semaine dernière sur le plateau qui se trouve à 2 mètres de là où tu es en ce moment. Benoît Payan, le maire de Marseille, nous disait il ne peut y avoir il n'y a qu'une seule possibilité, qu'un seul acheteur possible pour le stade, c'est le club, c'est l'OM. Est-ce que c'est toujours du coup dans la tête de Franck McCourt d'acheter le Stade-Vélodrome? Je me souviens que quand il est venu nous voir à la Provence, Franck McCourt, grâce à toi qui avait fait venir dans nos locaux, il avait discuté avec des lecteurs de la Provence. Il avait clairement voulu faire passer ce message. À l'époque, la mairie n'était pas vendeuse. Il avait fait passer ce message de dire, pour moi, c'est important que le club possède le stade. Est-ce que tu penses que tout ça va permettre peut-être, évidemment, comme les rapports entre l'OM et la mairie de Marseille seront peut-être plus simples avec Pablo Longoria, d'aller vers ce processus-là, maintenant que la mairie de Marseille est vendeuse du stade? Complètement. Après, reste à savoir si Franck McCourt a les moyens d'acheter le stade. Parce que le montage réussi, alors là, c'est à mettre à son actif par Jacques-Henri Hérault sur le Vélodrome, c'est-à-dire l'OM a récupéré la gestion exclusive de l'enseigne sans l'avoir payé. Bravo, hein. C'est ce que dénoncent beaucoup de gens à Marseille, qui auraient préféré que le stade soit vendu dès la rénovation à quelqu'un, au lieu d'être en PPP et d'être géré par Arema, plus en gestion exclusive par l'OM. Il a réussi cet exploit-là de récupérer le stade. C'est sûr que donc l'OM a la gestion exclusive du stade, récupère les revenus, mais n'a pas acheté le stade. Ça ne peut pas convenir à la nouvelle municipalité, qui était contre ça. Donc aujourd'hui, Benoît Payan essaye de vendre le stade. Forcément, Franck McCourt, qui est quand même davantage un spécialiste de l'immobilier que du football, forcément, ça c'est entré dans l'oreille de Franck McCourt, qui rêve de récupérer aussi le parc Chano et de longue date l'hippodrome Borelli. Parce que lui, son rêve, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais c'était de faire une espèce de Homeland avec des parkings, avec un musée, avec un centre d'entraînement, ce qui aurait de la gueule, là, évidemment, mais ce qui n'était pas faisable et qui ne semble pas l'être à l'heure où on se parle. Il faudra voir dans les prochains mois, mais donc oui, forcément, ça va être dans les discussions. D'ailleurs, Benoît Payan, que nous avons essayé de contacter hier soir, a préféré ne pas s'exprimer. Il attend peut-être de rencontrer. Non, mais complètement. Il attend de rencontrer Franck McCourt quand il viendra à Marseille dans les prochains jours pour s'exprimer. Il préfère ne pas s'exprimer. Voilà. Ouais, complètement. Donc rencontre entre Franck McCourt et Benoît Payan, le maire de Marseille, et probablement d'autres élus de la ville ou de la métropole ou du département ou de la région. Et puis rencontre également entre Franck McCourt et des supporters. Mais on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Hein. On sait que ça va se passer dans les jours qui viennent. Mais on ne sait pas encore. Pas plus d'infos pour l'instant. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il va arriver, mais il va arriver rapidement dans la semaine ou le week-end prochain. D'accord. Allez, on termine, Alex. On recommencera évidemment cet exercice de live très souvent pour vous donner des informations les plus fraîches possibles en direct et essayer d'échanger tout ça avec vous, les supporters qui nous suivez sur le nouveau compte Instagram La Provence OM. Un mot quand même sur la fin du championnat. Est-ce que le match de demain, du coup, retrouve un peu plus d'attrait contre Lyon, avec peut-être le challenge d'une fin de saison avec un nouveau coach qui va arriver, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'arrivée de Sampaoli coïncide avec la nomination d'un nouveau président. Ils ont presque les contrats sont finalisés en même temps. Est-ce que ça peut donner sur cette fin de saison, il reste quand même pas mal de matchs, un nouvel élan pour une fin de saison qui peut s'annoncer passionnante, même s'il y a, on le sait, beaucoup de retard sur le top 4, top 5. Ouais. Alors attention, le contrat de Jorge Sampaoli, il n'est pas encore finalisé parce que juridiquement, l'OM ne peut pas faire signer un contrat de nouveau coach à Jorge Sampaoli maintenant en ayant encore André Villas-Boas. Oui. Ça en est où justement sur ce terrain-là? Ça en est nulle part pour l'instant. Hier soir, en tout cas, il y avait
aucune avancée notable qui avait eu lieu. Le dossier est entre les mains de l'avocat d'André Villas-Boas et des avocats de l'OM. Il essaie de trouver un terrain d'entente, parce que André Villas-Boas, ce qu'il veut, c'est très clair. Il veut simplement être payé jusqu'au 2 février. Pour lui, le 2 février, il a démissionné. Il ne demande rien. Après, est-ce que la mise à l'écart maintenant de Jacques-Henri Hérault va permettre justement d'apaiser tout ça? C'était une des questions qui nous était posée par un supporter il y a quelques minutes. Je le pense parce que André Villas-Boas avait la ligne directe de Franck McCourt. Il ne s'entendait plus du tout avec Jacques-Henri Hérault depuis plus d'un an. Il n'échangeait plus, il ne discutait plus. Son patron, c'était Franck McCourt. Donc je pense que ça va se régler assez rapidement maintenant. Mais du coup, ça a bloqué. Et l'OM ne peut pas engager un nouvel entraîneur officiellement tant que le contrat d'André Villas-Boas n'a pas été rompu. Donc ça va se jouer dans les prochaines heures ou d'ici lundi. Donc Jorge Sampaoli signera son contrat sans problème, il n'y a pas de souci. On ne sait pas quand est-ce qu'il démarrera officiellement. Peut-être le match de coupe, non? Le match de coupe. Ouais, tout dépend. En fait, tout dépend de la période de quarantaine entre guillemets et d'isolement qu'il doit observer. Il peut y avoir aussi des dérogations. Comme il vient du Brésil, c'est un peu compliqué. Au mieux, le match de Canet, Lille, ce serait un miracle. Au mieux, le match de Canet, peut-être un peu plus tard. En attendant, Nasser Largué effectue un intérim particulièrement satisfaisant. Même si les résultats ne sont pas exceptionnels, il a réussi, tout le monde le souligne, mais il a quand même réussi à ramener un climat stable autour de l'équipe. Il est apaisant, c'est la force tranquille. Il a surpris beaucoup de monde justement dans ce rôle-là et c'est exactement la personne qu'il fallait. Après, il peut y avoir un débat aussi maintenant de savoir est-ce que vraiment l'OM avait besoin de changer d'entraîneur dès maintenant ou est-ce qu'il n'aurait été pas plus judicieux de laisser Jorge Sampaoli prendre ses marques pendant quelques semaines à Marseille, comme l'avait fait Marcelo Bielsa, qui est arrivé un peu plus tard, mais qui est arrivé en avril à Marseille. Ouais. Il est arrivé en avril, il avait fait un audit sportif du club, il avait regardé tous les joueurs, il avait regardé les jeunes, il était allé voir des matchs, il avait vraiment préparé la saison suivante. Et José Anigo terminait la saison 2013-2014. Il peut y avoir un débat là-dessus de se dire est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de laisser Nasser d'attendre le début de la saison terminer mars, avril, mai en se disant que de toute façon les joueurs que Jorge Sampaoli va récupérer aujourd'hui ne seront pas les joueurs qu'il aura dans son effectif la saison prochaine. Parce qu'il aura quand même des Florian Thauvin, des Valère Germain en fin de contrat. Ouais, voilà, il y a Sup of Marseille là, qui nous dit, qui est d'accord avec toi, qui nous dit qu'il fallait finir avec Largué qui a ressoudé le groupe. Et c'est vrai que finalement. Je suis curieux et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner Sampaoli à Marseille. Je suis même content parce que je trouve que alors évidemment, j'entends tous les détracteurs de Sampaoli qui disent il fait un an dans tous les clubs, il a entraîné qu'un an en Europe, il n'a pas de palmarès, ceci, cela. Ouais. Ok, mais on va pas lui faire un procès d'intention. Je veux dire, ça reste quand même un entraîneur au profil particulier. Marseille, on est dans une ville particulière. L'OM est un club particulier. Non, mais on va pas se le cacher, Alex. C'est vraiment le profil qui peut très bien marcher à Marseille. C'est un Argentin, c'est un disciple de Bielsa. Ça fait vibrer quand on entend ça, quand on est supporter. C'est ça, c'est un disciple de Bielsa. Il a déjà commencé avec ses propos hier soir. Alors Marcelo Bielsa n'a jamais dit on va pas se cacher, on va jouer dur. C'est un disciple de Bielsa, mais avec un autre profil quand même. Mais bon, il y a de l'idée. Voilà, moi ce que je voulais pas, c'est de me dire c'est Jacques-Henri Hérault qui a choisi Jorge Sampaoli parce qu'il est au bout du rouleau, il sait plus quoi faire, donc il prend le fils spirituel de Bielsa. Or c'est pas vrai, c'est Pablo Longoria qui a choisi Sampaoli en se disant que dans cette ville il faut ce profil d'entraîneur, il faut ce profil qui passionne et un peu fou aussi. Et bon, je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'ai des échos très positifs de personnes qui l'ont connu au Chili, notamment avant qu'il soit sélectionneur. Il y a un style. Adil Rami était très élogieux. Adil Rami était très élogieux, mais très très élogieux sur le personnage, mais il mettait quand même un tout petit bémol sur. Il faudra que les joueurs physiquement soient prêts, athlétiquement soient prêts. Et là, aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment. Et il faudra des joueurs qui correspondent au profil Sampaoli. Lirola peut l'être, Amavi peut l'être, mais il est en fin de contrat. Camara peut l'être. Après, est-ce qu'un Payet peut avoir le profil Sampaoli? Je sais pas. Il faudra des joueurs qui, comme avait à l'époque Bielsa, des joueurs qui donnent tout de la première à la 90e minute et qui ne soient pas en dilettante. Il y a vraiment un football offensif qu'on aime à Marseille avec Sampaoli. Et puis Sampaoli, c'est un tempérament aussi. Oui, c'est un tempérament. Sur le banc de touche, c'est quelque chose. Et c'est un jeu qui plaît aux supporters. Je veux dire, on ne peut pas entendre les critiques de supporters qui vont nous dire oui, mais sans Sampaoli, ceci, cela, il n'a rien gagné.
ce sont les mêmes supporters qui se plaignaient justement du jeu ennuyeux de Rudy Garcia, du jeu parfois ennuyeux d'André Villas-Boas cette saison, alors que la saison passée, il y avait quand même quelque chose. Voilà, aujourd'hui, bon, c'est un pari que l'OM tente. Au point où l'OM en est, c'est pas si mal. La lumière, c'est encore éteinte. Et ouais, c'est encore éteinte. Ça doit être la minuterie. Hein. Ouais, c'est bon. Attends, j'y retourne. Mais on va de toute façon s'arrêter là. Mais juste un mot sur le match de demain soir. Voilà, ça change quelque chose, ça, ce qui se passe. Alors ça, c'est plus une question vraiment de journaliste que je te pose, hein, parce que c'est un peu abstrait. On est parfois assez conceptuel dans nos questions, nous, mais bon, ça va changer quelque chose, qu'il se passe quelque chose à la tête du club comme ça, dans le vestiaire, dans l'état d'esprit sur le terrain. Je pense que ça. Alors, je pense sincèrement que ça peut libérer certains joueurs, notamment ceux qui sont en fin de contrat. Parce qu'il ne faut pas se cacher que Jacques-Henri Hérault, il était détesté par les supporters. Il était détesté par beaucoup de... on va pas non plus... Il était détesté, vu le comportement qu'il avait avec nous, par beaucoup de journalistes. Il était détesté par beaucoup d'élus. Il était détesté par beaucoup de personnalités à Marseille. Il était détesté partout. Malgré le fait qu'ils disent qu'il a reçu plein de messages de soutien, bon, j'y crois pas trop. Il était détesté partout. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il était détesté par beaucoup de joueurs. Par son comportement, par le fait qu'il ait privilégié certains comme Payet l'été dernier par rapport à d'autres. Les rapports avec Florian Thauvin ont été presque inexistants ces derniers mois. Donc il y a peut-être des joueurs comme Florian Thauvin qui peuvent se dire, je ne dis pas que Florian Thauvin va rester à Marseille, hein. Florian Thauvin partira très certainement en fin de saison, c'est le sens de l'histoire. Mais peut-être qu'il peut y avoir une négociation avec Thauvin pour qu'il re-signe un an et qu'il puisse être vendu. Aujourd'hui, Longoria peut arriver à ça. Il peut y arriver parce qu'il a un bon contact humain. Ouais. Il est quand même. Donc c'est une chance pour ça aussi. Ouais. C'est une chance pour ça. Alors qu'avec Jacques-Henri Hérault, le dialogue se retrouve très vite rompu par sa personnalité, par le fait qu'il prend tout le monde de haut et qu'il a toujours raison. Et donc forcément, le dialogue a été rompu avec tout le monde. C'est très simple. Je veux dire, nous, je me rappelle un jour avec Jean-Claude Leblanc, on avait fait une très longue interview d'Adil Rami. C'était printemps 2018. Jacques-Henri Hérault nous avait envoyé une texto le lendemain matin en nous disant formidable interview d'Adil, je me suis régalé dans la Provence. Un an plus tard, bon, hormis nos rapports qui s'étaient aussi détériorés, un an plus tard, il s'est passé ce qui s'est passé avec Adil Rami. Je veux dire, il adorait Adil Rami. Ouais. Dès qu'il y a eu un petit accro, ça a été fini. Adil Rami, il était wanted. Et c'est beaucoup comme ça. Il faut lui cirer les pompes. En fait, il faut vraiment aller dans son sens, le flatter, lui dire qu'il a raison, ne jamais le contredire. Et ça marche comme ça avec Jacques-Henri Hérault. Le problème, c'est qu'en football, on peut pas gérer comme ça. On doit apaiser. Pape Diouf nous le racontait souvent, notamment quand il venait sur le plateau de la Provence.com. Il nous racontait souvent ça, qu'il fallait gérer les égos des uns et des autres, qu'il fallait beaucoup de psychologie, de management humain. Et ça, Jacques-Henri Hérault, il est nul là-dedans. Et c'est nul. Il pouvait pas y arriver parce qu'il était persuadé d'avoir toujours la vérité. Oui, les PowerPoint, on s'en souvient bien des PowerPoint aussi. Et Pape Diouf nous manque beaucoup, Alex. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, on va te remercier évidemment d'avoir passé un bon moment avec nous. J'ai beaucoup bu d'eau parce que ça me donne soif le masque. Oui, mais tu parles beaucoup aussi. Ouais, voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous donc pour ce live. Je pense qu'on se retrouvera demain soir. Tu es au stade demain soir et donc on se retrouvera demain soir pour parler ensemble du match qui se sera de cet OM Lyon qu'on regarde du coup avec un peu plus d'intérêt. Et là, pour parler du côté sportif, avec la curiosité et la joie de voir Milik sur le terrain. Parce que quand il a fait sa première mi-temps contre Lens, le visage de l'OM changeait complètement. Ça, c'est quand même. On a hâte de voir ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est un grand joueur et l'OM est forcément différent avec ce type de joueur à la pointe de l'attaque. Donc il sera titulaire, il sera présent. Donc c'est quand même, pour revenir au côté sportif, parce que tout le monde en a marre aussi de ces coulisses. Oui, tout le monde a envie de voir du football et des beaux matchs de l'OM. Avec Milik, ça peut se produire. Bon, impec. Écoute, Alex, merci à vous tous de nous avoir suivis. On peut vraiment remercier les supporters qui nous ont suivis, qui nous remercient d'avoir de cette idée du live. Alors, on ne sait pas tout. Enfin, surtout Alex, je veux dire, qui travaille sur l'OM à longueur de journée depuis des années, ne sait pas tout. On peut pas répondre à toutes vos questions parce qu'on aimerait savoir si l'OM sera vendu l'année prochaine, tout ça. Toutes ces questions-là, qui sont là. Est-ce que Franck Lacourte va remettre de l'argent? Enfin, tu vois, tout ça, évidemment, que nous aussi, on aimerait le savoir et on aimerait vous le dire. Il faut lui demander, il faudrait qu'il réponde aux questions des supporters. Il l'avait fait une fois en face au lecteur à la Provence, c'était bien.
bien. Voilà, il parlera sans doute dans la semaine, dans les prochains. Ouais, je pense qu'on va avoir une belle jours, semaine au voilà. niveau d'activité, je pense, chez toi au service des sports et chez nous à la vidéo. Je vois une question sur Boli. C'est vrai qu'on se pose aussi, nous aussi, la question sur Basile Boli, de savoir. On va l'appeler d'ailleurs, parce que c'est vrai que Basile Boli, on peut pas critiquer Basile Boli parce que c'est Basile Boli. Ouais. Il est intouchable, c'est un symbole, c'est Basile Boli. Ouais. Il a quand même un rôle à l'OM d'apaisement. Après, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu ces derniers temps. C'est pas trop. Il s'est affiché avec Thierry. Bon, Ben, voilà. il est venu nous voir avec Oui, Frédéric voilà. Thierry Donc, l'autre voilà, jour pour la candidature à la il fait la promotion de Frédéric Thierry. Mais moi, je suis heureux de voir des joueurs comme Basile Boli faire partie de l'OM parce que c'est Basile Boli. Ça représente l'OM du passé, ça représente l'OM du futur aussi, parce que quand les jeunes joueurs ce sont arrivent, nos meilleurs souvenirs, hein. Ce sont nos meilleurs voilà. souvenirs. Ce sont les meilleurs souvenirs de Et les supporters, et on le voit. Voilà, avec le Covid, on le voit plus, mais quand il est dans le déplacement partout dans les stades, les gens veulent prendre des photos avec Basile Boli. À côté, quand ils voyaient Jacques-Henri Hérault, ils se demandaient qui c'était. C'était Basile Boli. Et même les joueurs actuels, je veux dire, c'est Basile Boli. Donc voir Basile Boli, on pourra dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont dire oui, mais qu'est-ce qu'il fait Boli? C'est pas grave, c'est Basile Boli. Quand on a Basile Boli, qui est le héros de Munich, qui a marqué un but en finale de Ligue des Champions, qui a offert la Ligue des Champions à l'OM, on doit l'avoir. On doit avoir des joueurs comme ça dans l'encadrement de l'OM, ne serait-ce que pour honorer la mémoire. Et ça crée une histoire. Ça crée une ambiance dans le club. Bah écoute, tu appelles Basile Boli et tu nous diras un petit peu ce qu'il en est. Bon, on s'en reparle de tout ça, hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais essayer de poster le live proprement et d'avoir un replay top pour tous ceux qui auraient peut-être raté le début. Et puis, à très vite pour un prochain live. Et abonnez-vous à ce compte Instagram La Provence OM, un tout nouveau compte qui a été créé en toute fin d'année 2020, donc il y a quelques mois, et qui grandit très vite. Salut Alex, bon courage à la rédac et on se retrouve demain soir après le match. Bye bye. Salut.